Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc démarrer notre cinquième chapitre traitant des fonctions de l'entreprise. Donc, l'objectif est de vous faire découvrir les principales fonctions de l'entreprise, étant donné qu'elle constitue un organe autonome doté de plusieurs fonctions qui sont certes différentes, mais ils sont interdépendantes et ils ont pour vocation l'atteinte des objectifs économiques escomptés par l'entreprise. Selon une approche fonctionnelle, l'entreprise représente un organe autonome doté de plusieurs fonctions, à la fois différentes mais interdépendantes, et chaque organe a une mission spécifique. Et donc, les fonctions de l'entreprise ont pour but d'organiser les différents aspects de l'activité de l'entreprise de manière à atteindre ses objectifs économiques. Tous les organes composant la structure poursuivre un objectif commun qui est la performance économique et qui est donc l'atteinte des objectifs stratégiques. Selon les biens et les services offerts ou produits par l'entreprise, certaines fonctions peuvent avoir beaucoup plus d'importance par rapport à d'autres en fonction des spécificités de l'entreprise en matière de ses activités, mais également en tenant compte de sa structure organisationnelle. En général, on distingue plusieurs fonctions de l'entreprise. Dans ce chapitre, on va vous présenter les principales fonctions de manière à vous familiariser avec le monde des affaires, l'environnement de l'entreprise et mieux voir quelles sont les activités concrètes qu'on peut observer dans le cadre de l'entreprise. Comme vous voyez sur l'écran, il y a d'abord la fonction de la direction générale, ce qu'on appelle le management, le top management, qui assure le pilotage et la gestion stratégique de l'entreprise. Donc, c'est la direction générale qui fixe les objectifs à moyen et à long terme, qui constituent la vision et la stratégie. Et par la suite, il y a les autres fonctions qui sont des supports et qui ont pour but de poursuivre la stratégie et les objectifs à atteindre. Et notamment, nous avons la fonction achat et approvisionnement, la fonction de production, la fonction commerciale et marketing, la fonction comptable et financière, la fonction du capital humain, de la gestion des ressources humaines ou du personnel, la fonction gestion de la qualité et les autres fonctions, notamment les systèmes d'information, le contrôle de gestion, l'audit, la logistique, etc. Donc, on va voir progressivement tout au long de ce chapitre quelles sont les caractéristiques spécifiques à chacune des fonctions. Donc, commençons par la fonction direction générale, ou ce qu'on peut même appeler le management, le top management. Donc, le concept du management, il provient de l'anglais, notamment parce il a vu le jour dans des économies anglo-saxonnes, notamment les États-Unis d'Amérique. Il signifie donc gestion, direction et pilotage. Donc, quand on définit le management, on fait allusion à une fonction qui assure la direction et le pilotage de l'entreprise. C'est la conduite de l'entreprise vers l'atteinte de ses objectifs. Quand le management s'exerce à un haut niveau de responsabilité, on parle de fonction direction générale et là on parle de top management. Si on peut assimiler dans l'entreprise à une pyramide, c'est le sommet de la pyramide et c'est pour cela qu'on parle du top management. C'est le haut niveau de la prise de décision et de la responsabilité qui est donc manifesté à travers la fonction de direction générale qui consiste à fixer les objectifs, la stratégie et essayer d'allouer les moyens et les ressources nécessaires pour pouvoir, bien entendu, l'atteindre. Et donc, dans cette fonction, on aura donc des dirigeants qui ont plusieurs statuts. On peut avoir un directeur général, un président directeur général, un directeur général adjoint, directeur financier, directeur d'usine, directeur des achats, etc. Et là, c'est en fonction de la taille de l'entreprise. Souvent, dans les grandes entreprises qui sont structurées, on assiste à une direction par équipe. Et souvent, nous avons une équipe de dirigeants qui forment la direction générale de l'entreprise. Dans les petites et moyennes entreprises,
souvent on a un dirigeant propriétaire qui est l'acteur central de la prise de décision et qui assure bien entendu la fonction du management général de l'entreprise. Donc la fonction direction générale consiste à définir les objectifs qui constituent donc la stratégie, prévoir et choisir les actions opérationnelles pour accomplir les objectifs en question, en allouant les ressources et les moyens nécessaires à leur réalisation, à leur concrétisation, et par conséquent, la direction générale est censée contrôler la mise en œuvre des objectifs en question. Et éventuellement, en cas de dysfonctionnement, en cas de problème, la direction générale doit prendre les mesures correctives pour maintenir la bonne marche de l'entreprise et son bon fonctionnement. Il faut pour cela avoir une vision à long terme, donc ce que l'entreprise pense par rapport à ses activités, par rapport à son devenir, sur un horizon lointain, souvent pour une durée moyenne de 5 ans, et surtout une capacité à mobiliser l'ensemble de l'entreprise, puisque la direction générale doit aussi fédérer l'ensemble des ressources humaines, l'ensemble des responsables fonctionnels autour d'un objectif commun qui représente généralement sa vision ou sa stratégie. Quelles sont donc les actions de la direction générale? Donc, le premier à avoir réfléchi sur le rôle de la direction générale est Henri Fayol. C'est l'un des auteurs les plus célèbres en management. C'est un ingénieur américain à la base. On va le voir en deuxième semestre. Nous aurons dans le management 2 toute une partie sur la pensée managériale, sur l'émergence et la généalogie de la pensée managériale. Et là, on discutera profondément ces éléments historique. Donc, selon Henri Fayol, la direction d'une entreprise s'appuie sur 5 types d'actions. Donc, toute direction générale d'une entreprise doit assurer au moins 5 actions principales. La première action consiste à prévoir. Prévoir, c'est-à-dire planifier l'avenir en fonction de différents scénarios. Donc, l'entreprise opère dans un environnement en perpétuelle évolution, et par conséquent, en fonction de plusieurs paramètres, comme par exemple la conjoncture économique, la direction générale est censée planifier l'avenir de l'entreprise en essayant de fixer ses priorités, sa vision à long terme et ses objectifs stratégiques en fonction de plusieurs scénarios qui tiennent compte de plusieurs paramètres, souvent macro-environnementaux, comme par exemple la conjoncture économique qui peut favoriser ou défavoriser la réussite économique d'une entreprise. Deuxième action, c'est l'organisation. Donc, la direction générale est censée organiser l'entreprise. Comment elle va l'organiser? En mettant en relief les différentes fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, il s'agit de munir l'entreprise des différentes fonctions nécessaires à sa bonne marche. Troisième action, selon Henri Fayol, c'est le commandement. Donc, la direction générale a pour vocation aussi de commander, c'est-à-dire d'indiquer à ces différents organes, à ces différentes fonctions, les tâches à accomplir. Et donc là, il faut structurer l'entreprise de manière à identifier qui fait quoi sur la base de l'identification des tâches et des missions associées à chaque organe ou chaque fonction de l'entreprise. Quatrième action, c'est la coordination. Donc là, il s'agit de s'assurer que l'ensemble des actions de l'entreprise répondent à une certaine harmonie et ne se parasitent pas. Autrement dit, la coordination de la direction générale va dans le sens d'une harmonisation des différentes actions réalisées par l'ensemble des fonctions, de manière les problèmes, les parasites, les chevauchements qui peuvent nuire ou qui peuvent impacter négativement le bon fonctionnement de l'entreprise ou sa bonne marche. Et donc cette coordination a pour but d'éviter tout risque de désarticulation de l'organisation ou de la structure.
Cinquième action, c'est le contrôle. La direction générale a pour mission, a pour vocation aussi le contrôle, c'est-à-dire de vérifier que tout se passe conformément aux consignes du plan d'action ou des différentes directives communiquées par la direction générale afin de pouvoir corriger au plus vite les éventuelles erreurs ou les éventuels dysfonctionnements. D'où donc la nécessité à ce que la direction générale garde un œil sur le fonctionnement de l'entreprise et contrôle donc l'articulation des activités pour pouvoir s'assurer de la mise en œuvre des objectifs escomptés préalablement. Jusqu'à récemment, on a défini la notion de direction générale à travers ces 5 tâches, c'est-à-dire le fait de prévoir, le fait d'organiser, de commander, de coordonner et de contrôler. Mais il existe d'autres approches complémentaires à cette fonction de direction qu'on va voir plus tard dans le deuxième chapitre. Souvent, la direction générale est organisée autour de 3 perspectives. La première perspective, c'est la prise de décision. Je rappelle que le rôle d'un manager au sein d'une entreprise, notamment le dirigeant, il a au moins 3 rôles. Les rôles interpersonnels, qui consistent à gérer les équipes, à les faire fédérer autour d'un objectif commun, de la vision de l'entreprise et de sa stratégie. Un rôle en termes d'information, de manière à informer les différents responsables fonctionnels par rapport aux décisions, par rapport aux ressources allouées, par rapport aux objectifs escomptés. Et il a aussi un rôle en termes de décision. Et donc, prendre de décision, c'est souvent faire un choix entre plusieurs possibilités dans une situation particulière. D'où donc la question de la prise des meilleures décisions, donc la prise de décision sur le plan stratégique qui relève de la responsabilité de la direction générale. Donc, diriger renvoie à la prise des décisions en termes stratégiques. Ce qui caractérise le dirigeant ou l'équipe dirigeante, là en fonction de la taille et de la structure, de la dimension de l'entreprise, grande, petite et moyenne, et la nécessité de prendre des décisions, c'est-à-dire faire des choix face à une situation problème et en abordant les différents scénarios ou les différentes possibilités envisageables. Donc, le dirigeant peut être assimilé à un capitaine d'un bateau. C'est à lui que revient la responsabilité de prendre les grandes décisions à l'entreprise. C'est pour cela qu'on parle des décisions stratégiques. Ce sont des grandes décisions importantes qui engagent la vie et l'avenir de l'entreprise, comme par exemple le fait d'investir une activité, donner un nouveau segment, lancer un nouveau produit, s'implanter dans une nouvelle région géographique, etc. Pour cela, il va avoir besoin d'informations qui lui seront fournies par les autres fonctions d'entreprise, d'où le rôle informationnel que le manager doit assurer à travers, entre autres, sa mission de coordination entre les différentes fonctions. Deuxième dimension, c'est la gestion des conflits internes afin de mieux mobiliser le personnel des ressources humaines. Donc, diriger, c'est aussi mener l'ensemble des ressources humaines autour d'un objectif commun, de renforcer leur cohésion sociale et leur engagement collectif. Au sein d'une entreprise, généralement, le personnel n'est pas homogène. Il est hétérogène au regard à plusieurs dimensions. Les profils qui sont relativement diversifiés, les qualifications qui sont diversifiées, chacun où chaque collaborateur, chaque salarié a une culture relativement différente et par conséquent, c'est dans les différences qu'on arrive à faire de la gestion de la diversité. Chaque salarié est différent. Il a son histoire, son caractère, sa culture, ses attitudes, son comportement, ses objectifs propres, bref, ses intérêts. L'entreprise peut être considérée comme un lieu de rencontre entre ces personnalités. Et donc l'entreprise est censée être un véritable catalyseur de l'intégration sociale en luttant contre toute forme de discrimination et en favorisant la diversité, l'égalité des chances, des droits et des traitements, de manière à ne pas discriminer
un salarié au détriment de l'autre. Et à partir de là, cette confrontation entre les salariés, entre le personnel, peut générer, peut aboutir à des conflits, des malentendus, des problèmes de communication, etc. Et donc, c'est aux dirigeants de trouver les moyens d'accorder les différentes cultures et de fédérer tout le monde autour d'un projet commun qui est le projet de l'entreprise et ses objectifs stratégiques escomptés. Et donc, effectivement, dans la mesure où diriger, c'est de faire face à l'humain avec ses différences, avec sa diversité, et par conséquent, les éventuels conflits doivent aussi être gérés en interne pour pouvoir maintenir la cohésion du groupe et l'engagement collectif de tout un chacun en essayant de mobiliser, de faire fédérer les salariés autour d'un objectif commun qui est donc la stratégie, la vision de l'entreprise, son projet euh, et ses objectifs escomptés. Et donc finalement, la fonction de direction générale regroupe l'ensemble des postes de management global de l'entreprise et supervise son exécution. Notamment, vous avez le directeur général, le président directeur général, les différents directeurs fonctionnels, directeurs financiers, marketing, ressources humaines, logistique, achat, approvisionnement, etc. Et donc, c'est la direction générale qui doit assurer cette coordination, ce management global des différents postes de responsabilité et elle assure donc leur bon fonctionnement en supervisant l'exécution des objectifs en question. Elle se caractérise par la prise en charge d'une double responsabilité, à la fois stratégique et opérationnelle. La responsabilité stratégique se présente en amont puisque les cadres de direction, les dirigeants, s'assurent que la stratégie est bien définie en termes d'objectifs escomptés et en termes des moyens nécessaires pour leur mise en œuvre et leur communication à l'ensemble des fonctions, à l'ensemble des directeurs fonctionnels. La direction générale assume également une responsabilité à l'échelle opérationnelle en aval, puisqu'elle est censée contrôler et gérer les moyens organisationnels, techniques, humains, financiers, logistiques pour réaliser les objectifs fixés. D'où la double responsabilité qui est à la fois stratégique et opérationnelle. Quelles sont donc les composantes de la fonction direction générale? La direction globale de l'entreprise est souvent représentée par le directeur général ou le président directeur général, et cette direction représentée par un ensemble des responsables fonctionnels. Donc souvent, dans les grandes entreprises structurées, le management global, le management stratégique de l'entreprise est réalisé par une entité, un organe qui représente l'ensemble des responsables fonctionnels, les directeurs fonctionnels, directeurs des ressources humaines, logistique, achat, approvisionnement, production, financier, marketing, etc. Donc voilà, grosso modo, les éléments qui peuvent caractériser le rôle et les missions de la fonction direction générale. On passe à la deuxième fonction qui renvoie aux achats et aux approvisionnements. Donc la fonction achat joue un rôle d'interface dans l'entreprise avec les fournisseurs externes. Parce que grâce à la direction achat, que l'entreprise arrive à choisir, à sélectionner les fournisseurs en essayant de les mettre en concurrence, de les mettre en jeu, de manière à avoir la meilleure offre compétitive en termes de conditions, de délai, de qualité, de quantité, de coût et du respect des délais de livraison. Donc l'achat ne se résume pas uniquement aux marchandises, matières et fournitures, aux services destinés à la production, comme vous avez vu en comptabilité générale, dans l'enregistrement des comptes relatifs au stock, notamment les comptes d'actifs circulants. Rappelez-vous la classe 3.
Mais la fonction achat doit répondre à l'ensemble des besoins liés à l'exploitation de l'entreprise. Et donc, la fonction achat est chargée de recevoir les besoins exprimés par les différents services de l'entreprise, particulièrement le service de production, les services commerciaux ou même autres, logistique, etc. Consulter et sélectionner les fournisseurs. Donc là, c'est la fonction achat ou la direction achat qui doit consulter et sélectionner les fournisseurs qui peuvent offrir la meilleure possibilité en termes des conditions, qualité, coût, quantité, livraison, paiement, délai de paiement, etc. Négocier avec les fournisseurs les meilleures conditions, comme je vous ai expliqué, en termes de prix de matières premières, fournitures, marchandises, services, etc. Les délais de livraison, délais de paiement, les conditions de paiement, la qualité, la quantité, etc. Et par la suite, assurer le suivi des commandes jusqu'à la livraison de l'objet en question. Ça peut être des marchandises, des matières premières, des fournitures, des services ou tout besoin lié à l'exploitation. Donc, le processus d'achat représente le résultat de plusieurs tâches opérationnelles exécutées de façon chronologique et qui relèvent de la responsabilité de la direction achat. Il s'agit de 5 étapes principales. D'abord, définir le besoin lié à l'exploitation. Ensuite, chercher les fournisseurs qui peuvent euh, répondre ou satisfaire le besoin. Par la suite, lancer un appel d'offres, analyser les offres proposées par les fournisseurs, évaluer, sélectionner les meilleures propositions et choisir, bien entendu, le fournisseur qui répond aux critères, aux besoins, et par la suite, signer le contrat et faire le suivi de la commande. Donc, première étape consiste à définir le besoin. Donc, cette première étape revient à définir correctement le produit ou le service que l'on veut acheter en adéquation avec les objectifs et les besoins liés à l'exploitation de l'entreprise. Généralement, dans cette première étape, la direction achat rédige un cahier des charges qui permet de spécifier les conditions commerciales spécifiques aux besoins exprimés par l'entreprise en termes de coûts, des références techniques, de la qualité exigée, des conditions de règlement, de livraison, les garanties exigibles, les droits et les responsabilités de tout un chacun, de manière à exprimer clairement quel est le besoin à satisfaire par l'éventuel fournisseur en question. Donc, une fois on exprime le besoin, la direction achat formalise le besoin dans le cahier de charges en mettant en relief les conditions de l'achat et les besoins exprimés. Et là, on passe à la deuxième étape qui consiste à chercher les fournisseurs qui peuvent répondre aux besoins exprimés. À cette étape, deux hypothèses sont possibles. Soit les fournisseurs pouvant répondre aux besoins font déjà partie du panel d'entreprise, donc on a déjà des fournisseurs avec qui l'entreprise réalise des transactions, des opérations, donc il faut les solliciter en priorité, et à partir de là, on va négocier avec eux directement. Soit tout simplement, on n'a pas, donc c'est un besoin qui est relativement nouveau, et par conséquent, on n'a pas dans l'historique un fournisseur avec qui l'entreprise a réalisé des opérations et qui peut éventuellement répondre à ses besoins. Dans ce cas, il faut donc chercher des nouveaux fournisseurs. Donc, soit nous avons des fournisseurs qui sont connus, évalués et les risques sont maîtrisés, on les connaît déjà, on va les solliciter en priorité. Le cas échéant, quand il y a un nouveau besoin et on n'a pas suffisamment de connaissances par rapport aux fournisseurs, là on passe au sourcing, c'est-à-dire à la recherche de nouveaux fournisseurs. Et à partir de là, il faut indiquer ou identifier d'abord, il faut identifier les fournisseurs potentiels, les contacter et rédiger donc l'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est un document, souvent une annonce, qui précise les caractéristiques du cahier de charges afin de recevoir les offres du fournisseur potentiel. Donc là, il s'agit, quand on n'a pas suffisamment de connaissances ou de contacts par rapport à un fournisseur
avec qui l'entreprise a réalisé déjà des opérations ou avec lequel elle a un contrat d'approvisionnement ou d'achat. Généralement, donc, on fait appel au marché à travers la rédaction d'une annonce dans laquelle on va préciser les besoins exprimés par l'entreprise conformément aux conditions qui sont stipulées par le cahier des charges et qu'on va donc communiquer publiquement pour recevoir les offres potentielles par les fournisseurs. À partir de là, donc l'entreprise va recevoir les offres des fournisseurs et il va commencer à analyser les offres reçues de manière à identifier quelles sont les meilleures offres qui, euh, qui sont proposées à l'entreprise. Donc, une première étape de présélection s'effectue sur la base des critères ayant un caractère éliminatoire. Donc, là, ils fonctionnent des caractéristiques communiquées dans le cahier de charge. Il peut s'agir d'une compétence technique particulière, de la localisation géographique, la proximité, ce qui réduit les coûts de transport, par exemple, une norme écologique particulière, une qualité, un niveau de qualité exigé euh, par rapport à des standards donnés. Et à partir de là, donc, la direction achat commence à réaliser une présélection pour identifier la conformité des offres par rapport au cahier de charges. La seconde étape consiste à procéder au choix du ou des fournisseurs qui sont éligibles en fonction des critères qui sont déjà fixés dans le cahier de charges. Ça peut être la qualité, le coût global d'acquisition, le critère de délai de livraison ou de délai de paiement, les conditions de paiement, les garanties exigibles, la qualité du service après-vente et la fiabilité du fournisseur, son image, son statut, sa réputation sur le marché. Enfin, une fois donc le fournisseur est choisi, l'entreprise ou la direction achat procède à la préparation du contrat et sa signature entre l'entreprise et le fournisseur en question. Et par la suite, elle va donc réaliser les commandes en fonction des besoins exprimés et elle va donc faire le suivi des commandes jusqu'à la livraison ou la réception globale. Deuxième fonction, c'est l'approvisionnement. Donc, d'une manière générale, la fonction approvisionnement a pour rôle d'organiser, de planifier et de contrôler l'ensemble des stocks appartenant à l'entreprise par différents sous-achats. Donc, la fonction achat a pour but principal de choisir, de sélectionner les fournisseurs en fonction des besoins reçus, exprimés par les autres fonctions, et par la suite, elle va donc les concrétiser en sélectionnant, en choisissant les fournisseurs, en euh, mettant en relief les commandes et faire le suivi des commandes jusqu'à la réception. À partir de là, c'est le rôle de la fonction approvisionnement qui consiste à organiser, à planifier et contrôler l'ensemble des stocks qui appartiennent à l'entreprise, que ce soit des stocks de matières premières, stocks de matières et fournitures, stocks de marchandises, des produits semi-finis, etc. Toute entreprise donc cherche à réduire ses coûts afin d'améliorer sa rentabilité. Et donc la fonction approvisionnement doit d'une part participer à la diminution des coûts d'achat de matières et fournitures qui sont nécessaires à la production ou à la fabrication, et d'autre part les coûts de stockage, de manière à ne pas pénaliser la rentabilité économique de l'entreprise. L'objectif majeur de la fonction approvisionnement sera donc de planifier les commandes de approvisionnement en fonction de plusieurs paramètres. La fréquence des besoins, les dates d'émission, les conditions d'approvisionnement, etc. Et à partir de là, elle doit elle-même déterminer les quantités à commander. Et l'objectif ici est d'éviter les coûts de stock ou les coûts liés au stock. Il y a deux situations. Soit il y aura le surstockage, c'est-à-dire que les stocks disponibles en entreprise sont largement supérieurs aux besoins nécessaires à la production, ce qui engendre donc des coûts supplémentaires qui sont inutiles et qui peuvent pénaliser la rentabilité économique, parce que qui dit coût de stockage, des charges qui augmentent et le résultat va baisser. Rappelez-vous, au CPC, compte produit et charges que vous avez étudié en comptabilité générale, vous avez calculé les résultats de l'entreprise, de l'exercice, à travers la différence entre les produits et les charges. Plus on augmente les charges, moins on va baisser les résultats, donc ce qui pénalise la rentabilité. Donc, deuxième situation, c'est le fait d'avoir une rupture ou des ruptures des stocks.
C'est-à-dire que les stocks disponibles en entreprise sont inférieurs par rapport aux besoins. Et à un certain moment, il se peut que on peut observer des arrêts de production qui peuvent mettre en péril aussi la continuité de l'exploitation. D'où donc la problématique de l'équilibre en termes des quantités à commander et des besoins exprimés. Donc cette articulation, elle est fondamentale et elle constitue l'objectif majeur de la fonction approvisionnement de manière à assurer le juste nécessaire en fonction des besoins de l'entreprise, les besoins liés à l'exploitation. Car trop ou peu de stock engendre des coûts. Et donc là, ça renvoie à la question de la gestion des moyens de manutention et de stockage qui relève de la responsabilité de la fonction approvisionnement. Donc en conclusion, les fonctions achat et approvisionnement sont des fonctions complémentaires car ils travaillent conjointement dans l'évaluation des fournisseurs, le traitement des litiges, donc les différents conflits qui peuvent surgir entre l'entreprise et les fournisseurs, et le choix des moyens de transport. Et l'objectif, c'est de réduire, d'optimiser en quelque sorte les coûts liés à l'achat déjà et au stockage, de manière à ne pas pénaliser la rentabilité économique et d'assurer le juste nécessaire en fonction des besoins liés à l'exploitation, de telle sorte que l'entreprise va couvrir les besoins nécessaires à la continuité de l'exploitation. Mais bien entendu, leurs missions sont quand même différentes, comme on l'a discuté. Troisième fonction qu'on va voir dans cette séance, c'est la fonction de production, qui constitue souvent le cœur métier des entreprises. Rappelez-vous, vous avez défini l'entreprise de point de vue économique comme une entité qui utilise des facteurs de production de manière à les transformer en biens et services qui sera destiné à être vendus sur un marché, donc moyennant donc une marge bénéficiaire. Et donc la fonction première de l'entreprise est de produire un bien ou un service destiné à être vendu sur le marché à un prix couvrant au moins ses coûts de production et laissant une marge bénéficiaire à l'entreprise. L'organisation de l'entreprise s'articule donc autour de sa mission fondamentale de production ou de prestation de services et nous verrons tout d'abord ce qui est le système de production, puis l'organisation de la fonction production en abordant quelques évolutions dans le temps. On va voir quelques conceptions théoriques et enfin, on va discuter les différents modes de production. Donc là, on va voir principalement les caractéristiques du système de production qui doit répondre à des objectifs en termes de quantité, de qualité, de coût, de délai, de flexibilité. On va voir un peu les composants de la fonction production, notamment l'organisation de cette fonction à travers différents organes. Là, on distingue au moins 4 organes, le bureau d'études, le bureau des méthodes, le bureau d'ordonnancement et le contrôle. Et enfin, on va voir un peu les différents modes d'organisation au regard à certaines conceptions théoriques. Donc, commençons par le système de production. Donc, le système de production décrit l'ensemble du processus grâce auquel l'entreprise produit un bien ou un service apte à satisfaire une demande à l'aide des facteurs de production acquis sur le marché. Dans le cas d'une entreprise, le système de production, outre sa finalité première qui est de produire un bien économique, il cherche à satisfaire d'autres objectifs secondaires tels que les objectifs en termes de quantité, de qualité, de coût, etc. Et donc, la vocation principale du système de production au sein de l'entreprise est de satisfaire les besoins sur le marché en fonction des différentes combinaisons des facteurs de production que l'entreprise va acquérir sur le marché. Mais elle a aussi d'autres objectifs secondaires qui sont d'abord les objectifs en termes de quantité à produire. Et donc là, la fonction de production doit permettre à l'entreprise de satisfaire la demande exprimée sur le marché et qui lui est adressée par les consommateurs, les clients, le marché en général, ce qui suppose que l'entreprise adapte sa capacité de production au volume des ventes. Et donc là, il faut toujours répondre à la demande exprimée sur le marché. Deuxième objectif secondaire de la fonction de production, c'est la qualité. Les biens économiques produits doivent avoir un minimum en termes de qualité de production. Et donc, ils doivent répondre à des standards, à des exigences en termes de la qualité
des produits à proposer. Et donc, ces biens doivent être de bonne qualité, c'est-à-dire ils doivent permettre de satisfaire les besoins de la clientèle. Et à travers cette satisfaction des besoins, que l'entreprise maintient sa relation avec les clients, réalise son chiffre d'affaires et maintient donc sa performance économique. Mais la production doit aussi être de qualité en termes d'utilisation des ressources afin de respecter le critère d'efficience attaché au système productif. L'efficience renvoie à la meilleure façon de combiner les ressources pour pouvoir optimiser la production et par conséquent le profit ou la vente réalisée à cet effet. C'est ce que vous êtes en train de faire en microéconomie à travers les calculs d'optimisation de la fonction production. Rappelez-vous, vous avez calculé à travers les combinaisons des facteurs de production l'optimum d'un producteur en maximisant la recette marginale. Donc, c'est dans une logique d'efficience. C'est de voir quelles sont les meilleures combinaisons qui permettent à l'entreprise d'économiser, d'optimiser l'utilisation des ressources en réalisant un gain maximal. Le système productif doit donc être économe en ressources et constant en termes de qualité. Troisième objectif secondaire, c'est l'objectif de coût. Le système productif adopté par l'entreprise doit proposer les plus faibles coûts de production possibles de manière à garantir la compétitivité de l'entreprise. L'entreprise peut être compétitive, c'est-à-dire elle aura un avantage distinctif par rapport à ses concurrents en termes de prix. Et la fixation des prix de vente est tributaire de la maîtrise des coûts et de l'optimisation des coûts. C'est pour cela que la fonction production doit proposer les plus faibles coûts de production pour pouvoir maintenir un avantage en termes des prix offerts sur le marché. Et cela permet à l'entreprise de garantir une compétitivité en termes de prix. Quatrième objectif, c'est l'objectif de délai. Donc, il s'agit d'une part de réduire le délai de fabrication pour limiter les coûts et d'autre part de produire dans des délais conformes au niveau de la demande, ce qui suppose un système et un mode de production réactif. Donc là, il faut prendre en considération les exigences en termes de délai pour pouvoir satisfaire la demande au regard aux critères de délai. Et donc cela exige une certaine réactivité, une certaine flexibilité pour pouvoir s'adapter aux exigences en termes de délai. Cinquième objectif, c'est la flexibilité, effectivement. Et donc le système productif doit être capable de s'adapter aux variations de la demande en fonction des paramètres de l'environnement. Vous pouvez avoir une demande supplémentaire, vous pouvez avoir une demande à la baisse, en fonction de la conjoncture, en fonction des différentes évolutions de la demande et du marché. Et donc, ce système doit être capable de s'adapter aux variations, aux changements de la demande sur le marché, ou bien encore aux évolutions de l'environnement productif de l'entreprise en termes d'innovation technologique, d'un nouveau mode de production, etc., de manière à améliorer les procédés et les méthodes de production. Qu'en est-il de l'organisation de la fonction production? Cette organisation repose sur la présence des services fonctionnels et généralement, on distingue 4 principaux services fonctionnels qui prennent en charge la préparation du travail, c'est-à-dire l'organisation de la production et par la suite le contrôle du bon fonctionnement de la chaîne de production de manière à éviter les gaspillages ou les défauts. Donc, le premier service fonctionnel, c'est représenté par le bureau des études. Ce bureau des études conçoit les prototypes, les exemples, les exemplaires ou les modèles types des produits réalisés par l'entreprise, qu'on appelle les prototypes, et en donne une définition complète qui permettra de mettre en place un processus de production standardisé, notamment au niveau des pièces et composants utilisés. Donc là, il s'agit de concevoir, de développer un prototype, un modèle type, un exemple d'un produit réalisé et de définir quel est le processus de production qu'on doit respecter pour pouvoir produire les pièces et les composants utilisés, utilisés et nécessaires à la production des biens en question.
Deuxième service fonctionnel, c'est le bureau des méthodes qui définit les méthodes nécessaires à la production et qui vont être utilisées pour réaliser le produit proposé par le bureau des études, dans le souci de permettre une production au moindre coût. Parce que l'objectif, c'est être le plus efficient possible. Ce service décrit donc, entre autres, la succession des opérations à réaliser, donc l'articulation des processus de production pour produire un bien, et donc l'organisation de ces différentes phases de production dans le temps et dans l'espace. Troisième service fonctionnel, c'est le bureau d'ordonnancement qui assure le lancement proprement dit de la phase de production en cherchant à minimiser le délai global de production. Et ce pour un coût global qu'il ne faut pas dépasser. Donc le bureau d'ordonnancement a pour but d'ordonnancer, c'est-à-dire de lancer la phase de production en cherchant à minimiser le délai global de production, parce que vous avez des délais à satisfaire vis-à-vis de la demande, et en même temps en tenant compte de la contrainte liée à l'optimisation des coûts de production. Enfin, donc, il y a le service de contrôle de la production qui se charge de vérifier que les services opérationnels remplissent bien leur mission dans les conditions définies par le bureau des méthodes, que ce soit en termes de délai, de qualité, de rendement ou de coût de production. En parfaite coordination avec les quatre services fonctionnels, l'organisation de la production repose également sur des services opérationnels, comme par exemple le service fabrication, expédition, manutention, outillage et entretien. Donc, il existe des formes traditionnelles d'organisation de la production et d'autres qui sont plus modernes, plus contemporaines. Parmi ces formes d'organisation traditionnelles, on présente l'OST, l'Organisation scientifique de travail, qui a été développée par l'ingénieur américain Taylor et qui constitue ce qu'on appelle le Taylorisme, faisant référence à son auteur, à son ingénieur Taylor, qu'on va voir dans le cours du Management 2 à travers la généalogie de la pensée managériale et son évolution. Dans les principes d'organisation de travail se trouve appliqué par Henry Ford. Henry Ford s'inspire du Taylor pour mettre en place une nouvelle forme d'organisation de la production et on parle dans ce cas de Fordisme, faisant référence à Henry Ford. Quels sont les principes de l'organisation scientifique du travail? Trois principes simples. D'abord, il s'agit de séparer entre la fonction conception et la fonction exécution. Donc, on aura deux responsables différents, ceux qui participent à la conception des prototypes liés aux produits à réaliser et ceux qui vont exécuter le prototype et le processus conçu, développé par la fonction conception. Deuxième principe, c'est la décomposition du travail en tâches élémentaires simples et répétées tout le temps, ce qu'on appelle la spécialisation du travail, à travers la décomposition en tâches élémentaires simplifiées et qui chaque ouvrier sera donc focalisé sur une tâche élémentaire simple et répétitive. Et enfin, la rémunération basée sur la productivité, non généralement au rendement à la pièce produite. Le Fordisme, qui s'est inspiré du Taylorisme, a développé deux concepts clés, la standardisation du produit et le travail à la chaîne. La standardisation du produit, qui consiste à définir un mode opératoire formalisé et qui favorise ce qu'on appelle les économies d'échelle, selon lesquelles le coût de production a tendance à baisser en fonction de l'augmentation progressive des quantités à produire. Vous allez le voir en microéconomie. Donc, ce mode opératoire repose sur une standardisation du produit fini, qui n'est alors produit qu'une seule version, de manière à simplifier au maximum le processus de production et à bénéficier d'économies d'échelle importantes. Donc là, généralement, l'entreprise va standardiser ses processus de production de manière à fournir un modèle, une seule version d'un produit fini, et à partir de là, elle va pouvoir maximiser les différentes tâches ou les différentes activités organisant le processus de production et de bénéficier des économies d'échelle importantes, ce qui va se répercuter sur la rentabilité
et la diminution des coûts de production. Deuxième concept, c'est le travail à la chaîne. Donc, l'organisation du mode de production repose sur un mode de production en continu, dans lequel les différentes tâches élémentaires se succèdent les unes après les autres et où le produit fini circule d'un atelier à l'autre. Ce type d'organisation sera matérialisé dans l'espace par la mise en place d'une chaîne de fabrication. Donc, nous avons une chaîne articulée où le produit passe par les différentes tâches jusqu'à donc sa production ou sa finition. D'autres modes de production ont eu lieu. Donc, nous avons vu les formes traditionnelles à travers l'organisation scientifique de travail et la conception du Ford, Henry Ford. Donc là, on vous présente les nouveaux modes de production, notamment le toyotisme, qui fait référence à l'entreprise automobile Toyota. Donc, parmi les nouveaux modes d'organisation, on peut citer le toyotisme. Et donc là, c'est un mode qui a été développé dans le cadre de l'entreprise automobile Toyota et qui a donné son nom à une nouvelle forme d'organisation de la production. Le toyotisme est apparu dans les années 50 et 60 sous l'impulsion de Renault, directeur de la production, puis directeur général de Toyota. Et donc, selon ce directeur, il s'agit donc de corriger les limites majeures de Taylorisme et de fournir de nouveaux principes pour organiser la fonction de la production. Ces principes reposent sur 5 concepts clés. La recherche de la qualité totale, l'amélioration permanente, la simplification des processus de fabrication, la limitation des stocks et l'élimination des gaspillages. Ces 5 concepts reposent sur l'application des principes des 5 zéros. Donc, on va produire en laissant 0 défaut, donc aucune pièce défectueuse, 0 panne, donc il n'y a pas de perturbations ou des arrêts de production, 0 délai, donc on sera dans les temps, conforme au délai exigé par la demande, 0 stock, c'est le juste à temps, c'est le fait d'avoir le juste nécessaire lié à l'exploitation, à la continuité d'exploitation. Il n'y a pas de surstockage ou de rupture de stock. Et 0 papier, c'est-à-dire qu'on ne va pas gaspiller généralement les papiers utilisés. Voilà, pour cette séance, on a découvert 3 principales fonctions, la direction générale, achat, approvisionnement et la fonction production. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir, dans le cadre de la séance suivante, pour pouvoir discuter donc le reste des fonctions de l'entreprise. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt.